Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Et mes Steven Yungekwe de l'autre côté de la cabine technique. Merci de rester fidèle à la RPA. Bienvenue au magazine Humura Burundi de ce samedi 24 octobre 2020. Donc voici les principales articulations. Le marché de Kamenge récemment brûlé va non seulement être réhabilité, mais sera aussi réaménagé, du moins selon les dires du maire de la ville de Bujumbura, qui en a d'ailleurs profité pour préciser l'endroit où ce marché sera relocalisé en attendant la fin des travaux. Les réfugiés burundais continuent à s'atteler aux activités génératrices de revenus. Dans ce magazine, nous vous parlerons d'un Burundais qui vit de la soudure au camp de réfugiés de Nakivale en Ouganda. Et comme tous les samedis, la deuxième partie de ce magazine est consacrée au mini-magazine au cœur de la société. Et aujourd'hui, il sera question de l'usage illégal des sachets non biodégradables au Burundi. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce magazine par la page Justice où l'ancien président du Burundi, Pierre Buyoya, rejette le verdict rendu ce lundi par la Cour suprême du Burundi. Dans un entretien accordé à la Radio Voix d'Amérique, Pierre Buyoya indique qu'il s'agit d'un procès qui piétine la loi du pays ainsi que les accords d'Arusha. Selon lui, c'est une affaire déjà close et qui a dépassé la durée de prescription. Suivez Pierre Buyoya, ancien chef de l'État du Burundi. Ruteye kubiri n'amategeko y'igihugu ni urubanza rwataye. C'est un procès de ma part qui enfreint la loi burundaise. C'est un procès qui a déjà dépassé la durée de recevabilité car le code pénal de 1981 qui était en vigueur quand le président Dadaye a été assassiné stipulait que ce genre de procès était prescrit pour une période de 20 ans. Maintenant, il y a de cela 27 ans. Deuxièmement, ce procès viole la règle de l'autorité de la chose jugée, étant donné qu'un jugement définitif dans la même affaire avait été rendu en 1996. Ce procès viole le droit de tout citoyen à comparaître justice. De 1. Les avocats internationaux que nous avions désignés pour nous représenter se sont toujours vus refuser l'accès au territoire du Burundi. Les avocats nationaux que nous avions choisis n'ont jamais été signifiés des chefs d'accusation à notre charge. La partie demanderesse n'a pas été à mesure de présenter des preuves de la responsabilité des accusés, surtout des détenus, dans l'assassinat du président Dadaye. Une autre chose, c'est que ce procès et le jugement rendu violent le contenu de l'accord d'Arusha, car celui-ci précisait bel et bien que ce type de procès seront introduits auprès de la Commission nationale pour la vérité et la réconciliation. Pierre Buyoya souligne également que ce procès vise à culpabiliser le pouvoir du parti UPRONA de l'Or. Il annonce qu'il compte interjeter appel. Encore une fois, le major Pierre Buyoya. Cette affaire est un procès purement politique, prononcé en dehors du cadre légal et juridique. L'arrêt de la Cour suprême a pour cible les hauts dignitaires du parti UPRONA qui étaient au pouvoir au moment de l'assassinat du président Dadaye. Si on essaie de bien analyser, on voit très bien que 5 des condamnés ont tous présidé le parti UPRONA. Donc, nous rejetons tout ce procès et nous comptons interjeter appel auprès des tribunaux nationaux et internationaux. Je suis convaincu qu'aucun tribunal digne de son nom ne pourra démontrer que j'ai assassiné le président Dadaye.
Et l'ancien président Pierre Buyoya a été repris en français par notre Trésor Niongabo. Et en page gouvernance, les fonctionnaires de différents ministères de l'État sont inquiétés par un recensement qui s'effectuera dans tous les services du pays à partir de ce lundi. À part qu'ils n'ont pas été briefés sur l'objectif de ce recensement, ils s'interrogent également sur l'objet de certaines questions incluses dans le questionnaire d'enquête. Les détails avec Clovis Nyonzima. Le recensement général des fonctionnaires de l'État en préparation durera 2 jours, du lundi 26 octobre au mardi le 27 octobre. Selon les informations que nous détenons des agents recenseurs formés, la formation n'a duré qu'une journée et ont été formés sur l'utilisation d'un logiciel de collecte d'informations par téléphone Android. Au moment où le ministre de la fonction publique avait récemment annoncé que ce recensement a pour but d'identifier tous les fonctionnaires rémunérés par l'État, ce dernier indique qu'il suspecte certaines questions du questionnaire. Ce fonctionnaire est l'un d'eux. Les questions qu'ils vont poser nous inquiètent. On demanderait l'ethnie, le nombre d'enfants et leur sexe, le syndicat dont tu es membre et la manière dont tu y as adhéré, ton salaire sur base de ton accréditif. Ils te demandent des provinces et communes où tu ne souhaites pas travailler et pourquoi. Ces fonctionnaires craignent aussi l'usage des réponses qu'ils vont donner, surtout que certaines réponses ne devraient pas être divulguées. Nous sommes donc inquiets de ce qui va se passer. Nos employeurs ne nous ont jamais expliqué de quoi il s'agit. Nous craignons également que ces enquêteurs pourraient modifier les informations leur fournies. Nous sentons qu'il se cache quelque chose de louche derrière ce recensement. Les fonctionnaires demandent que ce recensement soit reporté afin qu'il puisse y avoir une séance d'information sur ce recensement. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre par téléphone à 2 reprises Dominique Banyangimbona, la ministre de la fonction publique et du travail, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Clovis Nyonzima, les commerçants victimes de l'incendie qui a ravagé le marché de Kamenge le 3 octobre courant vont temporairement être installés à Chibitoke entre la 11 et la 12e avenue. Déclaration faite par le maire de la ville de Bujumbura ce samedi lors du lancement des travaux de nettoyage de ce marché. Auparavant, la même autorité avait dit que ces commerçants allaient être déplacés au terrain de football de Kinama. Il fait aussi savoir que le nombre de stands au nouveau marché de Kamenge, qui va être réhabilité, va passer de 1650 à 2500. Suivez Jimmy Atungimana. Donc le nettoyage, c'est aujourd'hui. Vous voyez qu'on l'a fait avec nos mains, mais c'est pas facile, mais nous avons quand même fait recours à des machines, à des gros engins. Et là, comme nous venons de débuter le travail, c'est un travail continuel. Alors, l'activité qui va suivre, c'est celle de délocaliser l'espace où on va mettre les gens qui ont encore quelque chose à vendre. Et comme vous le savez, la quasi-totalité de la population qui vendait ici n'avait nulle part où trouver quelque chose à manger que ce marché. Donc, c'est une activité qui sera planifiée au niveau d'un site qui a été retrouvé. Et ce site se trouve exactement à Chibitoke, entre 11e et 12e avenue. Alors, cette activité, nous devons la faire de façon à ce que la population puisse vaquer librement, c'est-à-dire on doit y mettre de l'eau, des latrines ou de lier d'aisance, si je peux dire. Et comme ça, elles vont travailler sans problème, même si les problèmes n'en manquent pas. Alors, nous sommes en train de voir comment on va construire ce marché. Naturellement, il y avait 1650 places, mais nous comptons quand même aller au-delà, au moins 2500 places, pour que tout le monde qui vendait tout autour puisse trouver la place ici dedans. Comme ça, l'extérieur sera dégagé. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Haririmana, en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste.
En page société, l'on parle d'un phénomène de suicide qui inquiète de plus en plus les habitants de la colline Runyinya, commune Burambi de la province Rumongue. En l'espace de 7 mois, au moins 5 personnes ont mis fin à leur jour. Les habitants de cette localité qui se sont entretenus avec la RPA regrettent l'attitude des autorités locales qui semblent prendre à la légère ce fait. Le point avec Éloge Divin, Rémicha. Les habitants de la colline Runyinya, zone Muyama, en commune Buyengero, révèlent que depuis le mois de mars, ils s'observent des cas répétitifs de suicide sur cette colline. La dernière victime de suicide date du 14 de ce mois. Un parmi ces habitants parlait des victimes déjà enregistrées. Depuis le mois de mars, nous avons déjà enregistré 5 victimes de suicide. Parmi ces dernières figure un nommé Nyandwi qui s'est suicidé il y a quelques jours. À celui-là s'ajoute un certain Laurent, Grégoire, Immaculé, ainsi que le prénommé Nestor, qui était également le frère de Nyandwi, qui s'est suicidé récemment. Les habitants de cette localité font savoir que le motif de suicide leur est inconnu. Ces habitants s'étonnent que parmi les victimes figurent des personnes modèles dans la localité. La négligence des autorités face à ce phénomène inquiète les habitants. Ce qui est sidérant pour nous, c'est que parmi ces personnes qui se sont suicidées figure un catéchiste, et ces gens-là, nous les comptons parmi des intellectuels qui ne peuvent pas penser au suicide du fait qu'ils sont simplement désespérés. Il se dit souvent que nos voisins se suicident par envoûtement, mais les autorités à la base négligent beaucoup cette problématique. Ils ne pensent même pas à organiser des réunions avec la population au niveau collinaire pour tranquilliser et essayer de connaître le vrai motif qui pousse les gens à se suicider. À ce propos, la RPA n'a pas pu joindre Gracien Douayo, administrateur de la commune Buyengero, pour entendre son point de vue. Le suicide cause un nombre important de décès sur la planète Terre. En 2019, l'OMS avait indiqué que le suicide touche des personnes de tous les âges et est la deuxième cause de décès dans le monde parmi les personnes ayant un âge compris entre 15 et 29 ans. Merci à toi, Éloge Divin. Rémi Shah de Rumongue cap sur Bubanza, où depuis 2 semaines, le phénomène de banditisme fait parler de lui dans différentes communes de cette province. Les habitants de ces communes affirment que ce phénomène vient aggraver la pauvreté dont ils sont victimes. Plus de détails avec Rachel Kagiski. Le vol du bétail et surtout des chèvres est signalé dans toutes les zones de la commune de Bubanza. Ces vols sont signalés dans les zones de Bubanza, Buvyuko et Muramba. Les premiers chèvres volés à Nyagonga ont été retrouvés à Muramba, tandis que les autres volés à Nahabitaka ont été retrouvés à Bubanza. Les autres encore ont été volés à Gisovu, puis retrouvés à Kato en zone Muramba. Quant au vol dans les champs, il est signalé dans presque toute la province. Chaque matin, les gens trouvent leurs champs vandalisés. Les cultures et surtout du manioc sont volées. Souvent, les voleurs emportent même leurs tiges. Suite à ces vols, certains habitants préfèrent récolter avant le temps. Certains préfèrent récolter du manioc avant qu'il soit mûr. Bientôt, la famine risque d'emporter des gens. Sur 3 vols de chèvres, ce sont les Ibonerakoulés qui ont été appréhendés dans 2 vols. Seul un voleur a été appréhendé dans les vols des champs dont la famine serait à l'origine. Rachel Kagiski, Société toujours, le canal qui part du marché de Rouvoumela en zone Buyenzi jusqu'à la route qui mène à l'aéroport de Bujumbura en passant par l'usine Braroudi est obstruée par diverses sortes de déchets. Pour le moment, toute l'eau se déverse dans la route menant à l'aéroport international, gênant ainsi la circulation. Le point avec Nadège Irakodze. C'est un caniveau qui ne mesure même pas 1 mètre. Pourtant, son curage semble être un casse-tête pour la mairie de Bujumbura. Ce canal semble aujourd'hui à un dépotoir, comme le témoigne cette personne retrouvée sur place. Tu vois que ce caniveau est plein d'eau. Sur cette eau flottent des sachets, des bouteilles en plastique et bien d'autres déchets. L'eau déborde et se déverse dans la route. La route est maintenant en mauvais état. Ces eaux gênent la circulation à la jonction de la route partant du marché de Rouvoumela et celui menant à l'aéroport international de Bujumbura.
Quand les véhicules passent, ils versent l'eau sur les passants, à savoir les piétons, les cyclistes et même les motards. Ces derniers doivent alors attendre quand ils voient venir un véhicule, même allant dans la même direction qu'eux. Ils peuvent alors continuer la route après leur passage. Dernièrement, des détenus du cachot du Bureau spécial de recherche, BSR, ont été dépêchés sur ce caniveau pour tenter un curage. Pourtant, cela n'a pas servi à grand-chose. Depuis des années, l'eau de ce canal se déverse dans la route qui passe près de la Braroudi, ce qui fait qu'elle soit difficilement praticable à cause des nids de poules. Nadège Idakodze, je vous le disais en titre, la soudure est un métier pratiqué par certains réfugiés de Naki Valley pour couvrir leurs besoins fondamentaux. L'un des soudeurs s'est entretenu avec notre confrère Emile Nibasumba. Il fabrique des portes, des fenêtres. Il assemble également d'autres objets métalliques grâce au soudage. Janvier Nyongabo fait le métier de soudeur depuis 2 années dans le camp des réfugiés de Nakival en Ouganda. C'est un métier qui permet à sa famille de survivre. Pour une porte, je peux avoir un bénéfice de 15 000 shillings parce que j'achète du matériel métallique à ces commerçants qui se rendent à Kampala ou à Mbarara pour s'approvisionner. Si j'avais mes propres moyens, j'irais moi-même à Kampala et à Mbarara et j'achèterais moins cher ces objets métalliques. Cela lui permettrait d'avoir plus de bénéfices. Janvier Nyongabo a engagé 2 employés, mais il trouve que ce n'est pas suffisant. Si j'avais suffisamment de machines et de matériel, je pourrais donner des formations à ces jeunes. Je pourrais ensuite les embaucher dans mon atelier et je pourrais également agrandir mon atelier pour maximiser le rendement. J'ai besoin d'une assistance financière pour atteindre tous ces objectifs, ajoute ce réfugié burundais de Nakival qui fait le métier de soudeur. Merci à toi, Emile Nibasumba. Une courte pause et nous abordons la deuxième partie de ce magazine. Et comme tous les samedis, place maintenant au mini-magazine au cœur de la société, produit en synergie par les médias RPA, Inzamba et la télévision Renaissance. Ce mini-magazine sera concentré sur l'usage illégal des sachets non biodégradables au Burundi. Le mini-magazine d'aujourd'hui au cœur de la société vous est présenté par Bertrand Ngendakouli. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Idjouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. En août 2018, le Burundi a adopté par décret l'interdiction des sacs plastiques sur l'ensemble de son territoire. L'entrée en vigueur de cette mesure était prévue dans un délai de 18 mois après la signature, soit en février 2020, le temps pour écouler les stocks disponibles. 2 ans après cette mesure, le constat est que ces sachets inondent toujours les marchés et les boutiques. Quoi, trouve-t-on encore ces sacs chez les commerçants? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la mesure soit effective? Les réponses, c'est dans ce mini-magazine au cœur de la société de ce samedi 24 octobre 2020. À la présentation, Bertrand Ngendakoulio, bienvenue. Une année après la signature du décret, Guy Derulema, ministre de l'Environnement, a par la suite annoncé que l'importation des sacs et sachets non biodégradables ainsi que de la matière première servant à les fabriquer est interdite au Burundi à partir du 22 août 2019. Dès ce 22 de ce mois d'août 2019, l'introduction des sachets et les matières premières pour la fabrication des sachets sera interdite. Et aussi, toutes les autorisations de fabrication de sachets accordées seront annulées. Nous demandons à l'Office burundais des recettes Aubert et à la police de nous prêter main forte pour que ces mesures soient appliquées à la lettre. La population n'a pas à s'inquiéter sur les produits alternatifs car il y a des sociétés qui fabriquent les substituants aux sachets comme les paniers et les enveloppes sacs.
Pour encourager les promoteurs des produits de substitution, il y a une ordonnance ministérielle déjà élaborée pour définir les modalités d'encouragement. Mais le constat est que ces sachets sont toujours utilisés comme avant et sont encore en grand nombre. N'est-ce pas, innocent Valentin Singirangabo? Nous sommes en mairie de Bujumbura, exactement au marché communément appelé Kotebu. À l'intérieur du marché, deux jeunes garçons filent de plus près tout acheteur qui entre. Ils vendent des sacs en plastique, des sachets. Sachet. Bien que des sacs biodégradables soient déjà disponibles dans ce marché, ce sont des sachets qui dominent, comme le témoignent ces acheteurs. Nous constatons que ce sont des sachets qui dominent. Les sacs biodégradables sont très peu nombreux. Cependant, le prix d'un sachet est passé du simple au double. Aujourd'hui, on a du mal à transporter les denrées que l'on a achetées. Le sachet dont le prix était compris entre 100 et 150 francs s'achète aujourd'hui à 200. Celui de 200 francs s'achète à 400 francs. Dans les différentes boucheries, toujours dans la capitale économique, à leurs clients, les marchands donnent comme emballage des sachets. À l'intérieur du pays, comme dans la ville d'Ogitega et au sud du pays, à Rumongue, les emballages en plastique sont encore disponibles. Pour rappel, ces derniers jours, la police a saisi des milliers de sachets dans la province de Chibitoke, à Kanyosha et à Kajaga. Ces emballages en plastique entrent frauduleusement au pays en provenance de la République démocratique du Congo. Dans un entretien accordé au journal Burundi Echo, l'entreprise Pakobu ou Helicom, qui sont pionnières dans la fabrication des sacs biodégradables, affirme que le défi majeur reste l'importation des matières premières et des équipements qui sont très chers pour qu'elles soient capables de produire une quantité importante d'emballages biodégradables qui peut satisfaire la demande. Que faut-il faire donc? Gabriel Fili, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Cela demande une implication à les appuyer financièrement et techniquement parce que ce sont des sociétés qui contribuent pour les impôts et taxes. Il faut purement et simplement interdire l'importation des sachets par qui que ce soit. Si une personne ou n'importe qui est attrapé en train de frauder ou de vendre les sachets, il faut que la loi soit appliquée. Mais cela demande une mobilisation de l'autorité pour que justement les lois édictées soient respectées par tout le monde. Mais suite à la force de l'argent et du clientélisme, du favoritisme, cela, dans la plupart des cas, risque aussi d'avoir des entraves. Mais quand même, j'ose toujours espérer que quand on veut, on peut. Gabriel Fili s'est entretenu avec Thierry Guindavi de la télévision Renaissance. Ce sont donc ces propositions du président de l'Olicom qui mettent un point final à notre magazine. Vous venez d'entendre qu'il est extrêmement important que les interdictions faites par le gouvernement doivent s'accompagner des efforts pour identifier des alternatives efficaces. Bertrand Dakoulio, j'étais à la présentation de ce mini-magazine. Rendez-vous samedi prochain pour un autre magazine. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, amis fidèles de la RPIA, c'est ce mini-magazine au cœur de la société qui boucle notre magazine de ce samedi 24 octobre 2020. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Sans oublier Aimé Steve Niungeko qui était de l'autre côté de la cabine technique. À la présentation, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information